Et peut-être que tu le vis comme moi, après à voir comment tu consommes les réseaux sociaux. Mais on consomme un peu une ère où on a accès à énormément d'infos. On est un peu noyé sous l'info. Et pourtant, j'ai jamais vu de gens aussi perdus sur ce qu'il faut faire pour leur business, les directions à prendre, les choix à faire. Donc, pour rappeler le concept de la série que j'ai mis en place cet été, c'est d'inviter 6 experts dans leur domaine dont toi tu fais partie, afin qu'on décortique et qu'on clarifie ensemble les quelques leviers prioritaires et vraiment indispensables d'un solo business qui décolle, sans courir droit vers l'épuisement. Parce que je pense que c'est important. C'est fondamental, tu as complètement raison. Voilà, et donc le sujet du jour pour moi est vraiment la base, le plus fondamental d'un business, et pour autant souvent bâclé, ou partiellement bien mené aussi, parce que des fois il y en a qui font bien les choses, mais il y a des petits couacs. C'est l'étude persona. Donc je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour en parler. Merci. Et d'autant qu'on a travaillé ensemble. Mhm. Donc moi je sais que voilà, j'ai invité une valeur sûre. Et je vais te laisser te présenter comme tu le souhaites. Oui, eh bien, bonjour, bonjour tout le monde. Merci beaucoup Danae de m'avoir invitée. Je suis vraiment super touchée et hyper contente d'être là. Donc moi c'est Émilie Chollet. Donc vous pourrez me retrouver sur LinkedIn sur la Sherlock du persona. Et donc moi mon métier c'est d'accompagner les entrepreneurs et les entreprises à mieux connaître leurs cibles et leurs prospects, leurs clients en allant directement sur le terrain et je me suis un petit peu spécialisée il y a quelques temps sur le crash test d'offres. Voilà. Et tu es maman. Et je suis maman, exactement. Oui, merci. Excuse-moi, c'était très important, fondamental. Bah, c'est les enfants. Ouais, c'est ça, exactement. Non mais voilà, donc voilà à peu près pour ça. Et c'est vrai que c'est à la fois hyper laborieux et hyper essentiel de pouvoir faire son enquête persona. Et c'est vrai que je viens du milieu des études qualitatives, je viens de l'univers du cabinet et ça me tenait vraiment à cœur de donner en fait des outils et des clés de cabinet aux entrepreneurs parce que nous, dans notre quotidien, qu'on soit en phase de lancement, qu'on soit en phase de pivot ou en phase de développement, des études persona, ça sert tout le temps et c'est pas uniquement que quand on fait son étude de marché au départ. Mais je pense qu'on va pouvoir le développer après. Eh ben, on va creuser. Déjà, on va commencer par un petit moment sympa pour briser la glace. Je vais te laisser compléter des phrases que je vais te dire. Tu mets la suite que tu veux, selon ce qui te vient. La première, c'est les études persona. C'est le meilleur moyen de... C'est le meilleur moyen d'avoir un effet miroir objectif sur son positionnement, son offre et de se challenger. Je suis d'accord. Un entrepreneur qui ne connaît pas vraiment son client, c'est comme... C'est comme tirer avec un tir à l'arc sans sa cible visible au bout ou aller essayer d'aller trouver quelqu'un dans le noir. C'est un peu la même chose, c'est naviguer à vue. La plupart des gens pensent que faire son persona, ça prend trop de temps, mais moi, je pense que... Je pense que c'est surtout un manque de méthode et un mindset qu'on peut développer et on peut en faire vraiment quelque chose d'hyper fun et de convivial. Moi, ouais, c'est vrai que je me rappelle quand j'ai bossé avec toi. Bon, je savais qu'il fallait le faire parce que pareil, je viens du milieu marketing et tout, donc ça m'est familier. Mais j'ai rencontré plein de super personnes en fait. Et d'ailleurs, j'ai rencontré une personne qui a bossé avec toi qui va intervenir aussi Génial. sur les interviews. Je sais pas du tout si elle t'a dit, mais c'est Ella, Oui, et là, avec qui j'ai eu un super contact. J'ai répondu à son questionnaire. Donc tu vois, en fait, c'est marrant parce que c'est au-delà du fait de connaître ses clients, bah, on rencontre aussi des personnes pour être moins seul. Et je trouve ça super sympa. effectivement, tu mets le doigt sur quelque chose en fait, les interviews persona, on met souvent ça sur quelque chose de très protocolaire, très marketing. Et puis, écoute, hein, moi, ce que je te conseille, hein, surtout, va voir ton persona, et puis va voir ton persona. Ah, très bien, merci, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et donc, l'idée, c'est de l'échange informel, de l'échange structuré, c'est ça qui est le plus important. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que j'ai créé la Personatech, hein, pour justement que c'est une histoire de réseau, tout ça. C'est de mettre en relation les entrepreneurs avec leur cible directement. C'est pas facile de le faire tout seul. Ça peut être chronophage, ça peut être stressant, on peut avoir envie de se dire, mais je suis maladroit, je sais pas comment l'aborder, j'ai pas envie qu'on ait l'impression que j'ai envie de vendre quelque chose. Parce que c'est bien clairement pas. C'est une approche pour aller détecter des opportunités professionnelles, mais ce n'est pas de la prospection. Et ça, c'est hyper important aussi dans ma manière de voir les choses, et c'est ça qui détend beaucoup les gens que j'ai en réseau, que je peux accompagner. C'est qu'en fait, il faut se sortir ça de la tête. Quand on va faire son enquête persona, il faut plutôt être en 100% transparent
et de le faire de manière naturelle, fluide. Ce qu'on veut, c'est juste avoir du feedback de notre cible sur quelque chose qu'on est en train de construire pour s'assurer que ça, on part dans le bon sens. Après, voilà, on pourra peut-être le développer par la suite, mais en fait, il y a cette idée de rentrer en conversation et on n'est pas sur un call prospect, tu vois, euh, ou de messages automatisés qu'on reçoit tous, etc., qui est très énervant, qui est très, surtout quand on essaie de te vendre ta propre expertise. Alors, je crois que ça, c'est le pompon sur la Oui. pomponnette, comme on dit, mais voilà. Je pense que c'est important aussi un petit peu de désacraliser cette partie-là et tu as pu l'expérimenter et là aussi elle a pu l'expérimenter. Il y a plein de façons en fait d'aller faire son enquête persona. Ce qui est important, je trouve, c'est d'en faire un réflexe, d'en faire quelque chose qu'on intègre dans une routine. Si on l'intègre dans une routine, en fait, finalement, on va enrichir notre connaissance du persona, même sans s'en rendre compte. Oui, c'est vrai. Déjà être ouvert à la base. Avoir une ouverture, c'est avoir une ouverture sur les autres quand on veut démarrer et se dire que on sait pas tout et que les gens ont peut-être des choses à nous apporter. Et moi, j'ai un avis pas tranché sur le sujet, mais en tout cas, plus j'avance dans l'accompagnement, plus j'accompagne des clients et plus moi aussi j'évolue, je me rends compte que c'est un peu 80%. C'est gros, hein, mais j'ai l'impression que c'est 80% de la réussite d'un business parce qu'en fait, ça va influencer absolument toute la suite de ce que tu vas mettre en place. C'est le point de départ de ta com, de ton positionnement, de tes actions marketing, de tout, en fait, d'absolument tout. Voilà, et donc, ouais, moi je me rendais compte que il y a beaucoup de solopreneurs en lancement qui pensent avoir un problème technique, qui rencontrent beaucoup de friction dans leur business. Et en tout cas, moi, avec mes clients, quand je reprends depuis le début, ça vient pratiquement toujours du persona. Toujours. En fait, tu soulignes quelque chose d'important et qui est assez vrai. C'est d'ailleurs, en fait, souvent on se dit, tiens, j'arrive pas à vendre. Je vais prendre un accompagnement pour vendre. Tiens, mon offre, elle est pas claire. Bon, je vais prendre quelqu'un qui va m'aider à structurer une offre. Tiens, je vais prendre quelqu'un pour me faire un beau site web ou un accompagnement LinkedIn parce que voilà, je pense que c'est ça qui me bloque, qui me suffit, j'arrive pas à convertir, etc. Oui, tout ça, bien sûr. Mais en fait, souvent, c'est un peu comme chez le médecin entre j'ai mal à la tête, on te donne un Doliprane, mais on va pas forcément essayer de comprendre pourquoi tu as mal à la tête. Ben là, c'est un peu pareil par rapport à ton business et c'est ce que tu fais dans tes accompagnements. C'est pour moi là, pareil, le cheminement le plus sain à avoir, c'est comment tu peux être à l'aise pour vendre ta prestation, produit, si t'es pas serein sur à qui tu t'adresses. Moi, c'est toujours un truc qui m'a un peu, qui me révolte un peu, qui me fait un peu bouillonner, mais bon, après, c'est comme ça, c'est de me dire, mais d'un point de vue éthique, t'as quelqu'un qui vient te voir, qui te demande de faire un beau site web, de te créer un super support de com et tout, et la personne, tu sens bien que ça bloque sur ce sujet-là. Pour moi, c'est quand même compliqué, tu vois. Moi, je me dis, mais faut avoir des questions là-dessus. C'est important de bien connaître et notamment de reprendre d'avoir les verbatims qu'on utilise dans sa com, etc. Comme tu dis, tout ce travail d'enquête, finalement, c'est du pain béni pour construire sa com, pour construire sa stratégie d'acquisition, etc. Et finalement, ce travail-là peut débloquer plein de choses derrière. Et on est beaucoup plus serein, beaucoup plus à l'aise. Et c'est surtout qu'après, on n'a plus peur Mais c'est ça. de se tromper non plus. C'est ça parce que j'ai beaucoup de gens qui avancent un peu au doigt mouillé et qui disent «Ah, je tourne en rond, je sais pas quoi dire, j'arrive pas à ceci». Et en fait, très souvent, il y a énormément d'incertitudes, donc on avance dans l'incertitude. Exactement. Alors que une fois que t'as fait ça, moi je sais que j'ai pas douté une seule fois de ce que je disais. J'ai pas douté une seule fois des actions que j'ai mis en place et en plus ça vient se confirmer au fur et à mesure parce que du coup tu continues de te confronter. Donc c'est un point de départ vertueux en tout cas vers la suite. Et moi ce que je voulais te demander déjà c'est pourquoi finalement la plupart des personas tels qu'ils sont élaborés aujourd'hui s'avèrent inutiles. Parce que t'as des gens qui font le travail et finalement ils ont rien à exploiter. Moi, enfin, je m'en rends compte. Hein. En fait, je pense qu'il y a plusieurs sujets dans ce que tu évoques. Il y a le sujet IA. Donc le sujet IA, c'est Ouais. t'évoques un petit peu. T'as une idée dans la tête, tu veux la confronter, la challenger, etc. Donc ça va te poser une base, et puis toi tu vas dire ok, et puis on sait comment c'est, une IA, tu l'entraînes dans ton sens. Enfin, tu peux en fait, moi j'ai quelqu'un il y a pas longtemps qui m'a dit, mais en fait, je suis partie comme ça, tête baissée, pour gagner du temps, et puis j'avais pas envie, puis je savais pas comment faire, et puis j'avais bon, plein de sujets méthodaux, encore une fois, je sais pas trop. J'ai sollicité, bah ouais, mais du coup, finalement, eh ben, je me retrouve avec mes personnages, je sais pas quoi en faire. Donc ça, c'est un peu le constat que moi j'identifie aussi Mm. sur un peu ce. Je trouve que c'est un génial pour plein de choses l'IA, pour se challenger. Ça peut permettre d'avoir une base intéressante. Et ça, je suis pas du tout anti-IA là-dessus. Au contraire, moi, j'utilise aussi
pour me challenger moi et pour améliorer mes pratiques. Mais si tu t'arrêtes que à ça et que tu fais persona IA offre, enfin, ou persona, Je vas-y. voulais l'évoquer. Non, mais je voulais l'évoquer justement, tu vois, je l'ai noté. J'ai vu beaucoup de gens. Donc au final, tu rebondis direct sur ce truc, mais je pense que c'est aussi bien de commencer par ça parce qu'à la limite, ça va donner le ton sur déjà comment entamer cette étude-là. J'ai même vu des gros coachs dire, ben c'est bon, vous faites votre persona avec l'IA. Ouais, mais de plus en plus, c'est pratiqué et je Ouais, trouve que ça peut avoir des vertus parce que ça peut être intéressant pour poser tes idées, commencer à avoir une structure un petit peu de t'inspirer un peu sur des potentielles cibles intéressantes pour ton business, à condition de bien le prompter, de bien. parce que si t'es pas expert, T'as quand même plein de bêtises qui se passent si tu poses pas les bonnes questions. C'est un peu. Toi, c'est comme le persona classique. Bon, bah oui, il faut que tu donnes un prénom, que tu donnes un âge, tu lui donnes un genre, etc. Moi, je suis vraiment pas. Moi, je suis. Enfin, c'est pas que je suis contre ça. Parce que je trouve que c'est parfois contre-productif. C'est-à-dire que moi qui fais, comme toi, de l'accompagnement, j'accompagne des entrepreneurs qui souvent accompagnent d'autres entrepreneurs. oui, Ou pas qui pareil. vont avoir. Mais en fait, peut-être que ce qui est intéressant, que ce soit un homme, une femme, peu importe, peut-être que c'est un intérêt, peut-être que ça n'en a pas, mais peut-être que ce qui est intéressant, c'est plutôt le contexte dans lequel ton client idéal se trouve. Tu vois, même que ce soit du B2C, du B2B, ça marche pareil. C'est-à-dire que tu réponds, tu as une expertise. Tu dis que tu réponds à un besoin potentiel. Bon, souvent tu dis, tiens, j'ai une expertise, je suis sûr que ça répond à un besoin. C'est comme ça que tu te plantes parce que tu n'as pas vérifié que tu répondais vraiment à un besoin. Ça, c'est le sujet un petit peu de cheminement. Mais c'est qu'en fait, euh, tu, si tu pars comme ça sur des matrices de personas, le mérite d'exister, et des fois ça permet d'enclencher le truc, bah, c'est que souvent c'est très restrictif sur Hmm. points de douleur, les points de friction, les machins, les trucs, mais en fait, tu t'adresses pas au fondamental. Le fondamental, c'est ok, c'est quoi son contexte. Qu'est-ce qu'elle a déjà peut-être expérimenté comme chose. De se poser les questions, moi, c'est un peu les 5 leviers pour moi du client que j'appelle HPB, donc au potentiel pour le business, et qui rejoint un petit peu cette idée du persona utile, entre guillemets. Ouais. Pour moi, il y a la première chose, c'est est-ce que le personnage qui est intéressant pour toi, c'est celui qui est prêt, qui est mature sur son besoin, qui est mature sur le problème, qui a conscientisé qu'il a quelque chose, qu'il a un problème, qu'il a une épine dans le pied, qu'il a un besoin, qu'il a quelque chose. Ensuite, c'est est-ce qu'il est volontaire, est-ce qu'il se met en action, est-ce qu'il commence à trouver des solutions, etc. Ensuite, c'est voit ton accompagnement ou ton produit comme un investissement et pas comme une dépense. C'est quand même bien différent. Donc du coup, ça Oui. va jouer sur la valeur perçue de ce que tu vas amener. Et après, il y en a deux qui pour moi sont oubliés, c'est-à-dire qu'il y a est-ce que ta cible, il faut qu'elle ait des prérequis pour que ton accompagnement ou ton produit il soit bénéfique. C'est-à-dire que tu vois, peut-être que ça peut être, tu vois, moi dans mon cas, moi effectivement, peut-être que ce qui est intéressant, c'est d'avoir expérimenté des accompagnements business, c'est peut-être d'avoir déjà peut-être d'être à l'aise sur tel outil, parce que moi, c'est des outils que je vais utiliser dans mon accompagnement. Donc, si j'ai quelqu'un qui est complètement anti-numérique, je dis une bêtise pour l'exemple, mais c'est compliqué. Et en fait, les prérequis peuvent être des prérequis techniques, c'est-à-dire, voilà, j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un qui soit équipé de ça, qu'il ait ce niveau de Hmm. connaissance sur ce sujet, etc. Mais ça peut être aussi des prérequis émotionnels, des prérequis de valeur, enfin, ça peut être vraiment des socles différents. Et le dernier, c'est si ton client a plus haut potentiel, il a ces 4 critères-là, logiquement, le dernier, il convertit plus efficacement. Et donc, en fait, pour moi, ces questions-là drive un peu ta réflexion sur ton persona. Et tu peux très bien utiliser l'IA ou des matrices ou des outils qui existent déjà, parce que tu as plein de formations maintenant sur le sujet. Et après, tu vas sur le terrain pour aller valider ou invalider. Et en fait, pour moi, Oui. ça, c'est ce qui me génère le plus de frustration, j'ai envie de dire. C'est ah bah super, j'ai tout ça, j'ai des stats dans tous les sens, j'ai fait mon truc avec Claude, j'ai fait ça, j'ai fait ci, ok super, c'est bon, je suis prêt, j'ai bon, j'y vais, je lance mon acquisition, allez, c'est bon, je tabasse, j'y vais à fond. Et là, ça marche pas. Des fois, Ce qui ça m'est capte, arrivé. c'est génial, et tant mieux. Ouais. Et des fois, ça marche pas. Et là, tu fais, mais putain, pourquoi ça marche pas? Et en fait, là, Et alors que si tu avais fait ce travail de ce que j'appelle moi un petit peu crash tester l'offre, parce qu'en fait, moi, ce que je trouve souvent, souvent on dissocie, tiens, on va interroger tes personas, tu vas aller un peu comme le travail qu'on a pu faire ensemble, tu vas aller un peu Ouais. valider les points de douleur, les bénéfices attendus, l'accompagnement, à quoi ça pourrait ressembler, etc. Mais tu peux très bien faire coup double en faisant ça et en allant directement tester ton concept ou ton idée sur le terrain en disant, ok, j'ai imaginé ça, j'aimerais bien avoir ton feedback, savoir si je pars dans le bon sens ou pas dans le bon sens. Et ça, c'est hyper puissant pour rapidement savoir
je vais dans le bon sens, je vais pas dans le bon sens, et de gagner du temps, de l'énergie, de l'argent, enfin voilà, tu comprends l'idée. Ouais, donc en fait, si je résume, selon toi en tout cas, bon, déjà l'IA, ça peut être une bonne base. Moi, c'est vrai que je trouve que ça peut être bien, par exemple, pour, tu sais, quand tu vas curer de l'information, tu vas aller éplucher des forums, des avis Google, des trucs sur certaines choses pour rechercher peut-être déjà des premiers insights du verbatim ou un profil type. Ça va être aussi éventuellement déjà un peu cadré qui, comme tu dis, est ton HPB, c'est ça? Ton client HPB, ouais. Voilà, ton client HPB, pour aller peut-être donc faire au moins ton interrogation auprès des personnes déjà qui sont un minimum dans tes critères de qualification et toujours valider avec le terrain, quoi. Et peut-être déjà arriver avec une offre. En fait, voilà, même, tu vois, moi souvent c'est des questions qu'on me pose. Ouais, mais tu vois, mon offre, elle est pas formalisée, elle est pas modélisée, c'est pas précis, machin. Je fais, mais t'as pas besoin d'avoir Ouais. quelque chose qui soit parfait. T'as juste besoin d'avoir quelque chose de projectif dans ce que t'as envie de proposer. Ça peut être, bah tiens, je sais pas, t'as une idée de, je sais pas, tu veux lancer un coaching, ou moi il y a pas longtemps, je suis en plein bêta-test, moi, de plusieurs offres, bah, j'ai tout remis à plat. Ok, j'ai une idée de ce format, d'atelier, etc. Machin, ok, très bien. Je pose le contenu. Je vais aller directement demander le feedback à ma cible pour savoir qu'est-ce que t'en penses, etc. Alors moi, il y a un outil que je trouve hyper intéressant. On n'en parle pas beaucoup et il est, comment dire, ça peut être un super matériau pour aller justement faire son enquête terrain. C'est la landing page. Page Oui. de vente, landing page, on l'appelle comme on veut. Maintenant, tu as des outils. Tu peux faire un Notion classique. Tu peux même faire un Canva. Tu peux faire un moi j'ai choisi Lovable parce que je trouve que c'est rapide, efficace comme IA, mais peu importe avec tous les outils Oui. qu'on a. Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça te fait une maquette de présentation pour aller challenger ta proposition de valeur, les points de douleur que tu as identifiés, les bénéfices que tu projettes que ta cible aimerait avoir, le contenu de une, deux, trois offres, des projections sur le prix, etc. Et en fait, tu construis un guide d'entretien ou un questionnaire, ou les deux, hein, comme j'ai pu Oui. faire aussi avec Ella il n'y a pas très longtemps. On a fait un questionnaire et ensuite elle a enchaîné sur des entretiens pour aller plus Oui. en profondeur creuser ça. Et ça, Ouais. en fait, c'est hyper intéressant. T'as pas besoin d'avoir un truc tout beau. C'est même pas le sujet. Le sujet, c'est demain, Oui. ta cible, elle arrive sur ce support de com. Qu'est-ce qu'elle en pense? Qu'est-ce qu'elle comprend? Moi, il y a pas longtemps, j'ai une cliente qui m'a dit, mais tu sais, Émilie, en fait, heureusement que j'ai fait mes interviews personnelles parce qu'en fait, je me rends compte que ma cible ne comprend pas complètement ce que je fais. Elle ne comprend pas complètement l'expérience que je veux proposer, même mon expertise, j'ai l'impression que c'est flou, j'ai utilisé du jargon qu'elle comprend pas, j'ai utilisé ce mot-là, elle y projette pas ce que moi j'avais imaginé qu'elle projetterait, et c'est bien à ça que ça sert. Et c'est pour ça que cette partie relationnelle d'échange, je la trouve vertueuse parce que tu as du feedback terrain. En plus, c'est l'opportunité aussi, tu sais, le fameux incentive de bah ok, je te demande 30 minutes de ton temps pour faire un entretien. En remerciement de ton temps, je peux te proposer mon expertise pour t'aider sur un sujet. Et ça permet de créer du lien et c'est hyper vertueux pour la suite. Ça crée un cycle en fait, intéressant. Et on a de la Ouais. data concrète pour avancer. Ouais. C'est abstrait. Oui. Il y a des gens qui se retrouvent avec plein de données, ils savent pas quoi en faire parce qu'en fait, des fois, ils n'ont pas forcément posé les bonnes questions. Et parfois, c'est. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Quelque chose qui est. Ah, franchement. Ouais, ça a l'air super comme idée. Enfin, si tu donnes juste comme ça à l'oral une intention de quelque chose, là, les gens sont, comment dire, on est Oui. pour On avoir. se projette pas. C'est ça. Moi, j'ai fait beaucoup de tests utilisateurs, de projection de concepts, etc., notamment en cabinet. J'en fais encore beaucoup aujourd'hui. Plus t'es concret, plus tu projettes, plus tu as de la donnée intéressante et tu as de la donnée concrète et optimisable. Et c'est vertueux pour ton offre, pour le contenu et pour ta com. Parce que tous les verbatims que tu récoltes, tu les réutilises dans ta com après. Donc du coup, ça double Ah oui. gagnant. Oui, d'ailleurs, ça me fait écho parce qu'à un moment, ça m'a fait sourire. Tu as utilisé un terme de poser les bonnes questions. Pour l'anecdote, bon, moi, j'ai fait de la vente pendant longtemps. Avant, j'étais en vente sur le terrain et tout ça. Et j'ai l'impression, en tout cas, que ce qui fait la différence dans une bonne étude personnelle, c'est de poser les bonnes questions. Pas forcément les questions qui nous confortent. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de gens, quand ils le font tout seuls, en fait, le problème qu'ils ont, c'est que l'intention est bonne, mais ils vont pas chercher les bonnes réponses à travers leurs questions. Donc est-ce qu'il y a des choses, qu'est-ce qu'on va aller chercher en fait, qu'est-ce qu'on veut récolter au minimum dans une étude persona, tu vois, qu'est-ce qu'on va aller chercher, quitte à ce que ça nous mette un petit peu mal à l'aise, tu vois, je sais qu'il faut aller chercher des objections, des choses comme ça, choses qu'on va pas faire naturellement. On n'a pas envie qu'on nous dise que ce qu'on fait, ça plaît pas trop. Ça, c'est pas forcément très confortable. Attends, je reviens, je vais juste fermer la porte. Ouais. En fait, ce qu'on va aller chercher, alors ce dont on a besoin, surtout, parce que il y a ce qu'on veut aller chercher, c'est piégeux parce qu'il y a des gens, ouais, moi je veux valider ce truc-là.
c'est confortable pour moi, je veux valider que j'ai bien là-dessus. Déjà, comme Hmm. tu disais, la première chose pour moi qui est hyper importante et qui est pas facile quand on fait son étude persona, enfin, tout seul quand on va aller justement challenger son offre, etc., son positionnement, c'est de garder la neutralité. On n'est pas là pour convaincre, on est là pour comprendre. Donc ça, c'est bien différent, c'est-à-dire que moi, souvent, le travers que j'ai vu d'entrepreneurs que j'ai pu accompagner ou qui ont pu faire leur étude, c'est ouais, mais tu vois là, ben, j'ai l'impression que sans le vouloir, j'ai biaisé dans ma question la réponse que la personne elle m'a donnée. Toi, c'est comme si je te dis, je te présente ma page de vente et puis je te dis, ok, tu penses que c'est utile ou que c'est pratique mon accompagnement? Tu vas me dire, bon bah c'est Oui. utile ou c'est pratique. Et moi je vais me dire, ok, Danaëlle elle m'a dit que c'était pratique. Mais en fait, si je t'avais posé la question, qu'est-ce que tu comprends de l'offre? Qu'est-ce que tu projettes comme expérience derrière, à ton avis? Là, tu es sur de la question ouverte. Donc déjà, moi, c'est en termes de posture, c'est que des questions ouvertes. Alors là, on est sur sur le format des interviews, bien évidemment. Si on fait un questionnaire, il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Mais quand on veut vraiment aller comprendre de façon neutre, objective, ce que la personne perçoit En fait, c'est la valeur perçue de ce qu'on fait qui nous importe. C'est savoir qu'est-ce que la personne en face comprend, Hmm. qu'est-ce qu'elle comprend, quelle cible elle projette de ce qu'on fait, qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle comprend comme valeur ajoutée, dans quoi elle se reconnaît, dans quoi elle ne se reconnaît pas. C'est-à-dire que moi, en fait, un peu, moi, mes questions chouchoute, on n'a qu'à dire dans la partie vraiment euh, test de positionnement un peu à froid comme ça, c'est ok. Qu'est-ce que tu penses de la proposition de valeur? Ça, c'est un peu le truc, c'est toujours le nerf de la guerre, les traduits, je sais pas comment Hmm. faire mon expertise, machin, etc. Ok, pose une base. Tu peux même poser des 3-4 propositions de valeur et de dire, bon, quelle est celle qui te parle le plus et pourquoi. En fait, le sujet, c'est toujours, mais pourquoi? En fait, allez, je dirais, plus de 80% des réponses utiles que tu obtiens, c'est quand tu questionnes les réponses. C'est-à-dire que, Ouais, c'est... c'est ça. Oui. Je Oui. sais pas, tu voulais peut-être compléter. Ouais, j'allais te dire parce qu'en fait, il y a un truc qui m'a fait tilt. Alors, on avait fait le questionnaire, j'avais eu des réponses, etc. Et on avait mené des entretiens après. Et moi, il y avait un truc qui m'avait marqué, c'est que j'étais partie avec l'idée, tu vois, de faire un truc. Et à force de, justement, j'ai demandé une fois pourquoi. En gros, j'ai demandé à la personne pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'elle projetait, tu sais, dans le branding. Et elle me disait devenir la référence dans mon domaine. Et justement, j'avais dit pourquoi toi, enfin, pourquoi tu voudrais être la référence dans ton domaine dans ces cas-là. Et elle m'avait dit pour signer plus de clients, avoir plus de visibilité sur mon agenda, etc. Parce que du coup, si t'es une référence, en tout cas dans l'imaginaire peut-être collectif, mais tu vois, elle disait que c'est ce qui permet d'avoir plus de clients. Et donc je m'étais dit, donc en fait, ce qu'elle veut, c'est peut-être pas tant être la plus connue, mais en tout cas, c'est être connue aux yeux de sa cible, devenir la référence pour sa cible, donc pas forcément être top 1 favicon LinkedIn, tu vois, mais être la référence aux yeux de sa cible parce qu'elle veut signer plus de clients. Et en Exactement. fait, aujourd'hui, c'est pour ça que mes clients, ils me contactent. Exactement. Bah, t'as bien résumé. C'est-à-dire que c'est de questionner le visible pour comprendre le niveau profond un petit peu de ce qui se Ouais. joue. Et en fait, il y a donc qu'est-ce que tu comprends, qu'est-ce que tu projettes. Sur la partie offre, d'un point de vue très factuel, c'est ok. Quels sont pour toi les points super forts de l'offre et pourquoi ce sont des points forts? Quels sont au contraire les points faibles? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te frustre? Qu'est-ce qui va te générer des questions? Qu'est-ce que tu comprends pas? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu n'hésites pas une seconde à investir dans un accompagnement ou que tu investisses dans un produit comme celui-ci? Parce que cette question, mine de rien, elle permet d'aller en fait identifier ce que j'appelle moi des drivers émotionnels ou fonctionnels, un petit peu rationnels, tu vois, de dire ok, ok, je sais pas, bah moi j'aurais besoin de plus de preuves sociales, moi j'aurais besoin d'un ROI qui m'assure de ça, moi j'aurais besoin d'avoir plus d'éléments là-dessus, moi j'ai besoin, ok, très Mm. bien. Ça peut être sur le fond, ça peut être sur la forme. D'aller poser un petit peu ces questions-là, notamment sur les objections. S'il y a quelqu'un qui dit, bon bah voilà, moi je trouve que c'est hyper cher, franchement, moi je trouve que, je sais pas, cette offre-là, moi je trouve que c'est cher, je ne mettrais pas, je te dis une bêtise, 3 000 € là-dedans. Ok, très bien. Pourquoi tu mettrais pas 3 000 €? Ben parce que du coup, moi je trouve que, je sais pas, au niveau du format, j'ai pas l'impression que ce soit non plus super fou. Je comprends pas trop combien il y a de formats de. C'est quoi? C'est de l'individuel, c'est du collectif, qu'est-ce que j'ai comme livret, machin. Enfin là, tu commences à comprendre un petit peu tous les questionnements derrière. Ok, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu aies envie d'investir 3 000 €? Ben moi, il faudrait que j'ai ça, 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 ça. Donc là, tu vas remonter le fil de l'autre côté. Parce qu'en fait, le c'est trop cher, c'est un faux sujet. C'est-à-dire que le prix, c'est très subjectif. Des blocages de prix, on en a tous. Ce qui va être cher pour moi sera peut-être pas cher pour toi et inversement. C'est souvent des blocages émotionnels derrière et c'est souvent lié à la valeur perçue
de ce qu'on est en train de voir. C'est pour ça que la landing page est pas mal, c'est qu'en fait, quand tu décris ton offre de manière la plus exhaustive possible, quitte à enlever des trucs après, c'est de se dire, ok, là, la personne, elle comprend vraiment où je veux l'emmener. Donc, je suis en mesure, moi, de me dire, ah ouais, quand même, avec tout ça, et là, notamment, c'est un peu le travail qu'on a fait, c'est, ok, bon, avec tout ça, d'accord, donc là, je comprends qu'il y a tant d'heures de travail, je comprends qu'il y a tout ça, etc. Ok, t'es en mesure de pouvoir le raccrocher de façon tangible à un prix. Et d'ailleurs, Mm. tu as plusieurs solutions. Soit tu affiches ton prix, tu le challenges, qu'est-ce que tu penses de ce prix? Soit tu dis, bon bah voilà, t'imagines quoi en termes de fourchette? Ce qui est souvent un peu plus abstrait, un peu plus compliqué. Quand tu affiches un prix, c'est plus facile à challenger, mais peu importe. Et en fait, c'est cette idée de. En fait, souvent, c'est. Enfin, le budget, tu peux le débloquer si tu y vois un intérêt. Après, si t'as pas de budget, t'as pas le budget et c'est ok. On est tous entrepreneurs, on sait que des fois, on a envie d'investir dans des trucs, on peut pas. C'est pas grave. Ouais. Mais c'est de se dire, ok, là, ok, je peux pas investir maintenant, mais par contre, plus tard, j'investirai parce que je comprends la valeur de ce que tu vas amener. Et moi, il y a pas longtemps, avec une cliente, on a eu ça aussi, avec une offre d'accompagnement. Donc, son offre n'a pas changé fondamentalement, mais on a changé la façon de la présenter. Parce qu'en fait, avec les entretiens personnels, on s'est rendu compte que les gens ne comprenaient pas le contenu de l'offre, ne comprenaient pas l'expérience proposée et donc dépréciaient. En fait, de façon caricaturale, ils se disaient bon ben tiens, c'est un accompagnement 100% vidéo, alors que pas du tout. C'est plutôt un accompagnement one-to-one avec de la vidéo asynchrone, etc. Mais on n'était pas sur du e-learning 100%, Mm. alors que les gens comprenaient ça. Donc, des fois, c'est du détail sur des mots utilisés, sur la façon de le présenter, etc. Mais c'est ça aussi, c'est ça qu'on va aller chercher et c'est ça qui est important pour qu'on puisse comprendre. Oh, comme le profil LinkedIn, on parlait tout à l'heure, moi, je l'ai fait très régulièrement, je l'ai fait pour moi aussi. Ok, très bien. T'arrives sur mon profil, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu te dis? Spontanément, comme ça, là, les premiers mots. Ah, bah, ça fait pro, bah, ça fait bas de gamme, ah, bah, disons, ça a l'air hyper complet, je comprends rien à ce que t'as marqué dans ta tagline. Enfin, tu vois, déjà, spontanément, t'en penses quoi? Et après, tu peux relancer sur des sujets précis. Toujours en Ouais. ayant des phrases, des questions ouvertes et pas des Ouais. tu trouves ça joli, tu trouves ça classe ou tu trouves ça bas de gamme? Ben non, mais en fait, là, t'es en train de biaiser d'emblée. Oui, surtout pas orienter les questions finalement et vraiment essayer d'être le plus ouvert possible pour aller creuser. Et en fait, il faut laisser à la personne l'opportunité vraiment de s'exprimer sincèrement. Le but, c'est d'avoir. Le but, c'est ça, et le but, c'est, tu vois, si moi je te dis, tiens, je sais pas, tu me présentes ton offre, etc., ou tu me poses des questions sur peut-être des contextes, ok, bah, Émilie, ouais, tu vois, moi, la prospection, ouais, ça me saoule, je trouve ça compliqué, je trouve ça hyper chronophage, en fait, du coup, je procrastine, je le fais pas, machin. Et admettons, scénario 1, tu passes à côté, bah, tu dis, ok, bah, Émilie, elle m'a dit que c'était chronophage, ok, très bien. Scénario 2, mais Émilie, quand tu me dis chronophage, qu'est-ce que tu entends par chronophage? Qu'est-ce que tu projettes derrière? Qu'est-ce que tu mets derrière? Ah, moi, chronophage, c'est bah, il faut que. Je sais pas par quel bout de prendre pour faire ma stratégie. Je trouve ça fastidieux Mm. d'aller trouver les bons outils, l'automatisation, je sais pas comment faire, etc. Ok, très bien. Donc en fait, tu te rends compte que derrière, donc là, tu vas relancer à chaque fois sur les réponses et tu vas te rendre compte que finalement, c'est peut-être pas chronophage le problème, c'est peut-être que c'est pas chronophage, mais que c'est fastidieux, ou que c'est complexe, ou que c'est quelque chose qui est anxiogène. Et c'est pas la même chose. Ouais. Quelque chose qui est chronophage, c'est quelque chose qui est générateur de temps. Sauf que là, finalement, chronophage, c'est qu'une micro-partie de mon problème profond avec la prospection. C'est la partie émergée, C'est ça, en celle fait. qu'on voit. C'est le sujet de quand il y a quelqu'un qui vous répond quelque chose, même si ça vous paraît bateau, j'en sais rien, quelque chose d'évident, très bien. Si vous relancez et que ça valide votre perception à vous, c'est très bien. Mais souvent, on a tendance à projeter notre propre vision sur les autres. Si moi je te dis, peut-être que toi, chronophage chez toi, chronophage chez moi, ça va pas vouloir dire la même chose. C'est pour ça que c'est important de le. Oui. Et donc, en fait, ce travail de relance et de validation, ça nous permet, nous, de nous assurer de façon objective que ce qu'on a en langage, en jargon de cabinet, ça s'appelle purger. C'est-à-dire que tu purges Faire au sortir. moment où la personne a fini d'évacuer quelque chose. Ah, c'est pareil, une question sur spontanément. Qu'est-ce que tu penses de mon offre? Bah, spontanément, je trouve ça, tiens, ça a l'air super, ça a l'air hyper complet, machin, gna gna, ok, très bien. Tu creuses. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent? Ah, bah écoute, ouais, je trouve que la page, elle est bien design, je trouve que c'est pas mal, et c'est assez clair et tout, ok, très bien, tu creuses ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent? Et en fait, c'est des
3, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Qu'au moment, bah non, écoute, je pense que là j'ai tout dit. Et en fait, des Ok. fois, la personne elle dit une fois quelque chose et tu relances pas. Alors que peut-être qu'il y a d'autres choses qu'elle aurait partagées. On n'est pas tous égaux sur notre façon de nous exprimer, sur notre façon de prendre la parole. Il y a des gens qui parlent beaucoup, il y a des gens qui parlent pas beaucoup. Il y a des gens Ouais. que tu as besoin de relancer beaucoup. Des techniques aussi, c'est si on voit que nos questions, ça bloque, ça marche pas, que la personne, elle est... Moi, ça m'arrive des fois, bon, avec les années, maintenant, j'apprends à jongler facilement parce que je suis habituée, mais c'est de fonctionner par image. Imagine, demain, tu dois aller chercher, je te prends l'exemple de la prospection, tu dois aller chercher 5 clients sur le mois. Comment tu te sens? Tu vois, pour aller comprendre un petit peu des leviers peut-être émotionnels ou projectifs qui sont complémentaires à si tu m'avais posé la question, ok, c'est quoi tes problèmes avec la prospection? Hmm. Peut-être que bah il y a des gens qui sont plus visuels, il y a des gens qui sont plus auditifs, il y a des gens qui sont, tu vois, on est tous un peu différents, donc c'est toujours bien d'avoir l'équivalent en image par rapport aux questions qu'on pose. Ouais, c'est bien, ça donne pas mal de petites idées aussi là pour bah, si des personnes sont en plein dedans ou voudraient aller rechercher des choses qu'ils ont pas demandé, se dire purée, j'aurais pu demander un pourquoi de plus. Parce que vraiment, ça fait énormément de différence et j'allais te demander, tu vois, justement, quels signaux les entrepreneurs ont-ils tendance à manquer et pourquoi. Et en fait, j'ai justement l'impression que c'est ce truc de pas assez creuser, c'est peut-être de s'arrêter finalement à la réponse qui nous convient ou qui nous valide. C'est pas ça qu'on veut dans une étude persona, c'est pas ça qu'on veut quand on va interroger des clients, c'est on veut plus que ce qui nous conforte et que ce qui nous vient en tête à nous. Et ben en fait, comme tu dis, hein, là l'idée c'est pas de nous conforter, c'est d'aller valider Mais ou ouais, invalider. ouais, Alors c'est un peu un langage de technicien que j'utilise, hein, mais c'est que moi, bon, c'est ma formation aussi, c'est la posture que j'essaie d'avoir pour moi, pour moi-même, pour mon propre business, qui est pas simple, c'est plus facile pour mes clients parce que je suis neutre, mais c'est t'abordes ça comme un analyste, comme un scientifique. mais il faut prendre... On valide des hypothèses, faut Ouais. prendre du recul. Il faut se dire, et c'est pas facile quand on est indépendant de se dire ton offre, c'est pas toi. C'est pas parce que. Et puis il faut se l'encaisser, hein, des fois, de se dire, bah tiens, je vois pas, je comprends pas l'intérêt de cette offre. Je comprends pas ce que tu fais. Je comprends pas concrètement ce que tu me proposes. Faut se l'encaisser, c'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut en amont, moi ce que je préconise en amont, c'est de faire des tests un petit peu aussi, de mise en situation, de mise en Ouais. pratique, soit auprès de son réseau, soit auprès de gens envers qui on met pas d'intention particulière. Toi, des gens qui sont dans notre team et un peu la cible secondaire ou des gens tu veux ok par opportunité, tu te fais un petit test pour voir comment tu te sens. Souvent, moi, mes Mm. clients, c'est au bout de une ou deux interviews qu'ils commencent à se sentir à l'aise. C'est un exercice un peu particulier et parfois ça peut être intéressant de se faire la main dessus pour justement se dire bah, comment tu te sens quand tu poses tes questions, comment tu te sens avec ton timing, comment tu te sens avec la personne, comment tu arrives un peu à jongler avec tout ça. Et c'est pas facile non plus, tu vois, t'as des gens qui partent en digression, il faut les cadrer, les vexer, parce que ça t'intéresse quand même ce qu'ils te disent. À un moment donné, tu vois, bon, on a divisé 30 minutes, là on commence un peu à déborder, si on veut tenir le timing, etc. Donc après, c'est plus c'est pour ça que se mettre en posture de conversation, ça aide aussi pas mal, mais il faut accepter que bah, il y a des choses qui vont pas nous faire plaisir et justement on est là pour aller les identifier. C'est pour ça que Ouais, les questions, tu vois, douces comme qu'est-ce qui ferait que tu n'hésiterais pas une seconde dans un accompagnement comme celui-ci, qui ferait que tu ouais, go, super, je pars avec toi. Ça, c'est des questions douces qui peuvent amener des réponses profondes par rapport positif. au frein projeté, tu vois. Ouais, Et t'es pas dans une posture de questionnaire. Et le questionnaire est souvent privilégié parce que c'est plus facile, parce que t'es en asynchrone, parce que t'es pas avec les gens, et c'est un outil qui est génial pour plein de choses le questionnaire. Mais pour moi, il suffit pas. Il suffit pas. Ça peut te donner une bonne base de data, ça peut te donner quand même des verbatims parce que tu peux quand même poser des questions vers dedans, mais ça ne te donnera pas cette réponse au pourquoi qu'on évoque depuis tout à l'heure. oui, oui, tu peux vachement moins creuser en fait. T'es quand même dépendant de ce que la personne veut bien te répondre. C'est bien de coupler les deux. Peut-être que le questionnaire peut aussi te donner une direction déjà de ton premier client idéal type. D'aller creuser qu'avec ce petit client idéal type, au moins tu sais que les réponses que t'as, en tout cas, c'est les réponses de déjà ta cible un peu idéale en termes de d'ICP, donc de client idéal quoi, déjà sur les critères de base. Mais ouais, la question que je me posais après ça, parce que c'est vrai que du coup on fait des questionnaires, si possible couplés à des entretiens, ça fait beaucoup de données. Euh, Moi je sais que j'ai enregistré mes appels, enfin après voilà, je Oui, préviens les gens en amont, mais le exact. but c'est d'enregistrer ces appels parce qu'en fait, pendant le truc, le but c'est quand même d'être bien à l'écoute. Et donc on se retrouve avec masse de data, de déclarations. Qu'est-ce qu'on écarte, qu'est-ce qu'on garde, selon quels critères? Est-ce qu'il y a
une manière, tu vois, un peu d'écrémer tout ça et de conserver Tu veux dire au l'idéal. niveau de la data qu'on a récoltée? C'est ça, ouais. Ben, en fait, pour moi, idéalement, hein, bien sûr, c'est de catégoriser la data. C'est-à-dire de se dire, Ok, ok, ça c'est des verbatims ou des réponses au questionnaire. Enfin, tu peux très bien. En fait, tu fais des thèmes, comme dans un guide d'entretien où tu as différents thèmes. C'est l'idée, c'est de dire, ok, là c'est plutôt de la donnée sur les objections. Là, c'est plutôt des données sur les blocages rencontrés. d'accord. Là, c'est plutôt des données sur l'offre idéale. Là, c'est plutôt des données sur des freins émotionnels. Enfin, peu importe. Tu essaies de les catégoriser pour que tu les regroupes et que tu te dises, Ouais. ok, donc, alors après, en termes d'outils, enfin, moi, je suis sur. Ça peut être un Notion, ça peut être un Excel, ça Oui, peut être. Enfin, moi, je suis pas la pro des process et des outils, etc. Pour moi, c'est pas forcément un problème. Ce qui est important, comme tu dis, c'est quand on fait des entretiens, on enregistre la donnée. Après, on fait de la transcription parce que ça nous permet d'avoir des verbatims bruts et de piocher dedans quand on en a besoin pour notre strat éditoriale, pour nos contenus, pour nos pages de vente, pour notre argumentaire commercial, etc. Et après, idéalement, si tu fais questionnaire plus interview, c'est d'avoir un endroit à toi, ça peut être un Miro, ça peut être un endroit où c'est facile pour toi de dire ok, là j'ai toutes les données en lien avec, avec ça, avec ça, avec ça. Et c'est vrai que souvent les catégories reviennent souvent, c'est les peurs, les blocages, les solutions déjà oui. testées avec le retour d'expérience, l'offre idéale, la transformation profonde que la personne veut avoir. Après, une fois que tu l'as, tu l'enrichis au fur et à mesure du temps. Attends. Ah oui, si, maintenant, moi, j'ai fait une verbathèque. Du coup, suite à tes conseils. Oui, bah, la Verbatech. Alors moi, c'est pas, bah, tu vois, c'est marrant, c'est le nom que j'ai décidé de donner aussi à ce stockage des verbatim clients. C'est toi qui en as parlé dans un post, Oui, j'en je avais crois. parlé dans un post. Oui, 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 Et effectivement. du coup, j'en ai fait une. Et c'est vrai que parfois, on pourrait se dire, oh là là, bah, j'utilise les verbatims de mon client. C'est un peu simpliste, du coup, mes sujets abordés, parce que bah, ils abordent pas les choses dans les mêmes termes que nous. Et donc, nous, on aurait envie d'avoir un peu de jargon, de faire expert et tout. Et en fait, faut aller sur les choses que les clients peuvent reconnaître quand ils les lisent. Moi, pendant longtemps, je me suis dit, ouais, Émilie, tu fais des études qualitatives, stratégie, machin, positionnement. Ouais, J'ai arrêté. Tout simplement parce que, oui, je fais des études qualitatives, c'est le terme technique pour dire ce que je fais, sauf que personne n'utilise ce vocabulaire-là. Moi, je l'utilise après avec mes clients dans l'accompagnement et puis sur de la montée en compétences. D'ailleurs, moi, j'aime bien me faire monter en compétences mes clients et inversement, que eux me fassent monter en compétences. Mais c'est vraiment du jargonnage. Les gens, ils viennent me voir pour valider leur offre sur le terrain. Donc, du coup, j'ai orienté ma proposition de valeur. Je tiens à préciser, une proposition de valeur peut évoluer et c'est OK. Et oui, c'est complètement normal qu'un positionnement bouge. On n'est pas oui, figé et cloisonné dans un positionnement, encore heureux. Et en fait, moi, j'ai dit, OK, bah, va valider ton offre directement en allant interroger ta cible. Moi, les clients qui viennent me voir, ils veulent valider leur offre. Ils viennent pas pour... je voudrais faire des interviews persona pour... Alors oui, effectivement, la méthodologie que j'utilise va être un levier, un générateur de préférence pour certaines personnes qui viennent me voir. Mais le fondamental de elle, ce qu'elle se dit, c'est pas les mots qu'elle utilise. Donc effectivement, cette fameuse verbathèque, je trouve que ce qui est intéressant, c'est OK, c'est quoi les mots qui reviennent le plus. C'est comme, tu vois, quand tu as des clients, il y a une question que je trouve indispensable à poser et qui moi, m'a beaucoup fait rire et m'a beaucoup fait réfléchir. C'est, OK, quand tu me présentes à quelqu'un de ton réseau, quels sont les mots que tu utilises pour me présenter? Et ça c'est ça, intéressant. ça permet d'avoir un effet miroir assez intéressant et de se dire, OK, bon, mon client, c'est OK, il utilise les mots que j'utilise, il comprend bien ce que je fais, etc. Et parfois, on se dit, mais en fait, il met pas du tout ça en avant quand il parle de moi. Mince, j'aimerais bien qu'il mette un peu plus en avant. Ou tiens, il m'associe à ce truc-là. Jamais j'aurais pensé que je serais Oui. légitime pour parler de ce sujet-là, par exemple. Et ça, c'est assez intéressant. Et ça permet d'avoir un effet miroir en complément. Enfin, je voulais juste l'ajouter parce que moi, c'est un truc. Non mais c'est une super idée. Ça m'a, ça m'a fait rire parfois bah, je me suis dit, mais rire dans le bon sens, en mode, mais carrément, mais pourquoi je le dis pas comme ça en fait? Pourquoi je ne me présente pas comme ça? Mais c'est parce que parfois on se dit, ouais, mais c'est pas précis, c'est pas ça, c'est pas si. Mais en fait, le fondamental, c'est quoi? C'est qu'on soit lisible pour nos cibles. Surtout, si on reprend un peu LinkedIn, où on est des millions, des milliers, à être sur les mêmes marchés, à Ouais. avoir des discours similaires, à être noyé dans la masse, autant être percutant, incisif, et après, ça ne nous empêche pas d'être technique sur d'autres sujets.
Mais pour moi, on se, on se trompe quand on part sur du jargon. Sauf Oui, si, oui, moi, sauf si notre cible, pardon, oui, est sensible à notre jargon. Et là, après, il n'y a pas de sujet. oui, oui, non, mais c'est clair. En fait, de toute façon, comme on disait au début, hein, tout est une histoire de contexte. Exactement. Il n'y a pas de recette magique, déjà c'est une histoire de contexte qu'il faut réussir à dessiner. Donc forcément ça va dépendre d'une personne à l'autre. Mais ouais, je te rejoins là-dessus et d'ailleurs ça me fait rire parce qu'effectivement tu vois, tu disais je parle pas de moi en études quali, machin, c'est pas le vocabulaire que ma cible utilise. Moi ce qui m'a fait rire aussi c'est que du coup en travaillant tout ça, moi je voulais faire du branding mais je dis jamais que je fais du branding. En fait c'est la discipline que je pratique parce que c'est ce que j'ai appris, c'est mes compétences. Mais mes clients ils viennent pas chercher mes compétences quand ils travaillent avec moi, ils viennent chercher à résoudre leurs problèmes. Je parle jamais de branding alors c'est ce que je fais. Parce que ma cible n'y est pas sensible. Ça faisait partie des sujets que je voulais un peu aborder avec toi, c'est le sujet de la niche, justement. Un peu en aparté suite à tout ça, parce que c'est vrai que beaucoup de gens en parlent en disant, bon, si tu veux réussir sur ton marché, il faut te nicher, si tu veux te faire ta place, il faut te nicher, et en fait, tout le monde le vit un peu comme une amputation. De purée, mais si je me niche, en fait, tu sais, c'est comme s'il y avait qu'une petite partie de moi qui existait, et j'ai l'impression de pas... Voilà. Et je voulais justement dire que je trouvais ça intéressant parce que moi, en fait, je fais plein de trucs en étant nichée. Tu sais, quand on va parler des multipotentiels, des multipassionnés ou des choses comme ça, on se dit, purée, ça veut dire qu'il faut que soit que je me concentre que sur une personne, soit il faut que je fasse qu'une discipline. Et des fois, on a envie de faire plein de disciplines. Donc c'est un peu cette problématique-là de la En niche. fait, moi, j'ai plusieurs réflexions là-dessus. J'ai pu me poser ces réflexions-là aussi, Ouais. en me disant, bon, pour moi, le positionnement, pour moi, il y a plusieurs sujets. Tu as le sujet du nichage de la cible. C'est-à-dire, ok, on va dire oui, mais voilà, si t'as trois cibles, tu vas noyer ton business, ça va jamais marcher, tu vas pas décoller, machin, etc. Je suis pas forcément d'accord là-dessus. Je pense que c'est important de hiérarchiser sa cible, ce qui n'est pas la même chose. Ce n'est pas, par exemple, moi je prends mon exemple, j'accompagne des entrepreneurs, j'accompagne des entreprises, et je suis aussi en partenariat avec des collectivités, des incubateurs, des personnes avec qui je travaille. Je ne fais pas la même chose pour ces trois personnes. Donc bien évidemment, je garde le principe de une offre, une cible, un message. Mon expertise de fond ne change pas. C'est-à-dire mon expertise du départ, moi je suis directrice d'études indépendantes, mon métier c'est les études personnelles, ça ne change pas. Et ça ne m'empêche pas aujourd'hui de développer mon business parce que j'identifie des canaux spécifiques. Je ne vais pas utiliser LinkedIn pour aller chercher mes trois cibles. En fait, ça va être un arbitrage, un équilibre à faire entre tout ça. Donc ça, c'est la première chose qui me vient. Parce que souvent on dit ouais mais tiens t'as trois cibles c'est mort tu vas jamais y arriver. Moi je suis pas complètement d'accord. Moi je pense qu'il faut hiérarchiser effectivement il faut peut-être prioriser en se disant bon, ok par rapport à t'as des scénarios de cibles. Quelle serait celle avec laquelle tu te projetterais de bosser pendant 10 ans? Pourquoi tu as envie qu'on t'appelle demain pour des projets? De se poser un peu des questions aspirationnelles de positionnement, ok très bien. Et après c'est par cycle pour moi, c'est te dire ok là tu vas aller tester, va à fond sur la première cible que tu veux viser, va au bout du truc, fais ton enquête persona, optimise ta com, va vraiment confronter ça au terrain pour voir si ça marche. Donc ça pour moi c'est plutôt, tu vois, de le travailler en parallèle comme ça. Et Hmm. ensuite, au niveau de la lisibilité du positionnement, sur ce sujet du nichage, hein, qui est toujours un vrai sujet, moi je suis pas forcément anti-niche, parfois ça a du sens sur des expertises bien précises, ça dépend beaucoup des business. Mais pour moi, il y a deux leviers. Si je prends notamment LinkedIn en canal d'acquisition, qui est un peu notre terrain de jeu à toutes les deux, moi c'est mon canal d'acquisition principal. Pendant un temps, je me suis dit, ouais, je vais dire que je fais des études quali, de la com et tout ça, ce qui est le cas. C'est-à-dire que moi, j'ai une compétence en communication, j'ai des études là-dessus, etc. Mais j'ai commencé un peu à noyer ma cible. Ma cible m'a dit, ah, Émilie, ça a l'air canon ce que tu fais, mais je sais pas ce que tu fais. Ok. D'accord, donc j'avais toujours ma cible entrepreneur, etc. Ok, très bien, mais elle ne comprenait pas ce que je faisais. Donc petit à petit, j'ai resserré sur ma zone où je me sentais la plus forte, là où je me sentais la plus compétente, et là où je me suis dit, tiens, là, vraiment, tiens, je vais m'éclater, et en plus, j'ai une vraie valeur ajoutée pour ma cible. Donc, j'ai orienté mon discours sur la validation d'offres, sur aller mieux connaître ta cible pour optimiser ton business, etc. Donc ça, c'est le sujet, tu as une expertise un peu précise et du coup, pour moi, tu n'as pas besoin de préciser ta cible. C'est-à-dire que moi, si je prends ma tagline aujourd'hui, je ne dis pas que j'accompagne les entrepreneurs, les collectivités, les machins. On s'en fiche. Mon expertise, c'est celle-ci. C'est assez précis pour que ce soit lisible. Donc ça, c'est un premier scénario. Le deuxième scénario, c'est si effectivement ça m'arrive souvent d'accompagner des gens qui sont dans le design, dans le graphisme, qui sont Hmm. des experts SEO, qui sont des responsables com externalisés ou des responsables marketing ou des gens qui ont des compétences 360.
Là, c'est plus complexe parce que tu dis, ah, attends, mais j'ai une compétence 360, je vais pas aller me nicher sur, j'en sais rien, la prospection, alors que je suis pas coach business, que ça me saoule, que j'ai pas envie. Dans ces cas-là, ça peut nécessiter de se poser la question de est-ce qu'il y a quand même un secteur, un endroit, des acteurs. Moi, j'ai une amie à moi, elle est graphiste illustratrice, elle s'est spécialisée dans la skincare, dans la pharmaceutique, etc. C'est son domaine de prédilection. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas travailler sur d'autres projets, bien évidemment, mais ça veut dire elle a des références là-dessus et qu'elle muscle son positionnement dessus. Ouais. Donc pour moi, ça c'est un petit peu ça. La clé en fait finale, si je devais résumer un peu, c'est la lisibilité, la clarté de ce qu'on fait. Comment c'est qu'on je sais, moi j'ai des exemples en tête, hein, des fois, notamment souvent des activités de coaching. Et moi je me dis, mais je ne comprends pas ce que tu fais. Je suis incapable demain de présenter ce que tu fais, de dire, tiens, cette personne fait ça. Parce que c'est nébuleux, c'est abstrait, je ne comprends rien, c'est technique, c'est machin. Donc après, je pense que le sujet du nichage, c'est surtout un sujet de Hmm. lisibilité de ce qu'on fait, de compréhension. Ouais. Et c'est pour Ouais, ça ouais, je suis assez d'accord. et c'est pour ça que pour moi, l'effet miroir d'aller questionner sa cible, il est fondamental. Ok, tu te poses des questions, va voir ta cible, demande qu'est-ce qu'elle comprend, qu'est-ce qu'elle en pense, est-ce que c'est clair, pas clair. Et là, du coup, ça challenge, ça permet de l'entendre de l'extérieur aussi, ça permet de pouvoir optimiser au fur et à mesure, et c'est de l'itération sur le terrain de toute façon. Oui, oui, c'est vrai. Moi, j'ai remarqué en fait que la niche, c'est plus mal connu, mal compris, que vraiment une injonction. C'est un truc, comment dire, Ah oui, il enfermant. faut Parce que j'ai choisir. l'impression. Oui, en fait, les gens pensent que se nicher, c'est choisir une micro-niche ou juste une expertise. Alors que moi, tu vois, par exemple, je m'estime nichée. Mais en fait, moi, j'ai choisi de résoudre un problème. Mais dans mon problème, je fais 4 disciplines. Exactement. Et donc, effectivement, il y a plein de manières, comme tu dis, soit tu cherches un secteur, une taille d'entreprise, ou Ou un voilà, mais tu peux problème. aussi te nicher sur. Voilà, Tu peux très bien voilà, nicher sur un problème. c'est ça. Tu as toujours dans une expertise un bénéfice principal et des sous-bénéfices. Toi, si je prends un Voilà. accompagnement avec toi, Danae, tu vas m'accompagner sur ce truc macro de gros problèmes gros cailloux dans ma chaussure, et je vais avoir des sous-bénéfices parce que tu vas me donner du conseil hyper percutant sur mon branding, sur mon positionnement, sur tout ça, sur ma stratégie de vente, sur, je Ouais, sais pas, mon relationnel client, etc. c'est Et donc, en ça. fait, ça, c'est des choses qu'on va implémenter dans son expérience client. Mais on ne peut jamais tout dire d'un seul coup et sinon ce serait illisible. Et je pense que c'est ça souvent qui pose problème ce que je peux observer parce que j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui sont TDAH, HPI, moutons à cinq pattes, qui sont multi-expertises, qui ont du mal à faire des choix ou à se dire tiens, ouais, mais si je suis là, je vais t'identifier que là-dessus, ça m'embête parce que je fais ça, parce que je fais ci. La question macro, c'est pourquoi tu as envie qu'on t'appelle quel Oui, est le fondamental, le problème ou le besoin fondamental pour lequel toi, qui réunit un petit peu l'ensemble de tes cibles aussi et qui est un truc qui revient systématiquement. c'est ça. Un gros problème qui revient systématiquement, comme toi tu l'as fait très justement, eh ben c'est hyper pertinent. Et t'as pas besoin de préciser que tu accompagnes les entrepreneurs, les entreprises ou peu importe. Moi je viens de voir pour ton expertise. Je me dis, ok, Dana, elle va m'aider à faire ça. Je vais voir si elle peut m'accompagner, pertinent ou pas pertinent. Ouais, non, c'est ça. Et puis il y a aussi ce truc de. J'ai encore oublié ce que je voulais dire. C'est ce que je dis avec la chaleur. En ce moment, j'ai 2 neurones, mais vraiment, c'est une Ah, catastrophe. Je tu te fais perds du mes mal, mots. t'en as pas que deux, je t'assure. T'en as plus que ça. Ça dépend des moments. Mais oui, non, si, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi, au-delà de la niche, tu peux identifier un peu la porte d'entrée. La porte d'entrée pour laquelle ton client, enfin, il vient te voir. Et en fait, tu peux avoir des upsells, tu peux avoir plein de choses. En fait, c'est pas figé. Mais C'est pour ça aussi que la partie exploratoire de questionnement, elle est hyper ben oui, importante parce que tu vas voir ce qui revient souvent, ce qui revient pas souvent. Et aussi, tu vois, ce que je soulignais, et puis tu me diras, ça c'est un outil que je pourrais partager si jamais, enfin, t'as un endroit où je peux partager quelque chose parce que c'est un truc que je trouve qui est pas assez fait, c'est ce que j'appelle en fait ouais, une perception client. C'est en fait, tu poses à tes clients, qui sont des gens très pertinents pour t'aider justement à clarifier certaines choses. En cas de perception client, ce n'est pas une enquête de satisfaction, c'est plutôt d'aller comprendre justement sur cette partie un peu marque personnelle. Ok, tu m'identifies à quelle valeur, à quoi tu m'attribues, qu'est-ce que tu comprends de ce que je fais, comment tu me présentes mm, à ton réseau, quelles sont les choses que je devrais mettre en avant dans ma com, etc. Et il y a plein de questions pépites comme ça que tu peux poser qui peuvent t'aider en complément de ce que tu fais avec tes prospects, qui te permettent d'affiner
cette partie discours de com. Bah oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on prend souvent l'étude persona un peu, tu sais, comme ce truc qu'on fait en début de travail, de validation et tout. Mais en fait, c'est un travail de, comment dire, de permanence un petit peu. Enfin, ça s'arrête pas au moment où tu as tes premiers clients et que c'est bon, ton offre, elle se vend et que tout est un peu bien. C'est en fait, elle se continue tout au long de ton business. C'est ça en fait. Moi, c'est un peu ce que je te disais au tout départ et c'est vraiment le message moi que je trouve hyper important. Justement, de te créer une routine, d'échanger en permanence, en continu avec ta cible. Ça veut dire que tu fais une étude de marché permanente. C'est pas que ah ouais tiens ah bah tiens je connais rien de cette cible, je vais faire une étude. Non, même si tu connais très bien ta cible, tes clients, c'est une manière d'affiner ton persona, d'aller interroger en permanence, d'aller sonder ta cible, ton audience, etc. C'est une manière d'aller enrichir tes personas et d'aller justement rajouter des verbatims, des choses qui changent. En plus, les comportements bougent très vite. C'est-à-dire que quelque chose qui était valable il y a 6 mois, il est peut-être plus du tout valable aujourd'hui, à la fois sur son écosystème concurrentiel, mais sur la manière dont nos clients, nos prospects achètent, investissent, perçoivent notre expertise. Il y a des choses qui bougent, il y a des lignes qui bougent, et ça c'est important de faire ce travail de veille, et c'est nourrissant à la fois pour son positionnement, son offre, sa segmentation. Et c'est aussi super pour la partie com, tu vois. Moi, souvent, je dis, mais pourquoi tu poses pas la question pour ta com, pourquoi tu sollicites pas tes clients ou ton audience? Demande-leur ce qu'ils pensent de ton site, ce qu'ils pensent de ton profil LinkedIn, ce qu'ils pensent de ta bannière, ce qu'ils pensent de ton offre, de ta landing page, etc. Va le confronter, ça va te permettre d'aller affiner facilement et efficacement ces différents éléments, tu vois. Ouais, et puis ça évite, tu sais, d'avancer justement avec cette approximation, d'avoir un peu le doute et de rester dans sa tête à se dire, ah, est-ce que j'améliorerais pas ça, est-ce que je changerais pas mon titre, est-ce que là en fait tu vas avoir des réponses, il n'y a pas de doute, et c'est mieux d'ailleurs de faire comme ça, c'est être solopreneur indépendant, c'est pas une fin en soi de rester tout seul. Non, non, C'est non, pas le but. ça c'est une énorme, une énorme croyance aussi. C'est déjà tous nos partenaires, nos propres clients sont nos meilleurs partenaires pour beaucoup de choses. Et c'est voilà de solliciter l'autre pour avancer. Ça c'est pour moi, c'est ça en fait l'interview persona. C'est solliciter l'autre pour pouvoir avancer. Oui, comme on dit, l'œil ne peut pas se voir lui-même, donc Oui, c'est finalement. joliment dit. Bah, c'est un peu vrai. Donc ouais, non, je pense qu'on a bien fait le tour déjà de la base, en tout cas, à appréhender, je trouve, sur tout ce qui est persona, à quel point bah, ça influence notre business, mais de A à Z. Et du coup, avant de conclure, avant de finir cet échange, moi, je me demandais si tu avais 3-4 conseils à donner là aux personnes qui nous écoutent, qui auraient envie d'ici septembre, soit d'affiner un petit peu, soit de se lancer dans leur étude persona. Qu'est-ce que ce serait là les actions assez faciles et pertinentes à mettre en place? Moi je dirais enquête de perception client Ouais. pour aller challenger peut-être une nouvelle idée d'offre ou autre chose comme ça. Ça peut être hyper pertinent. D'aller Alors après, ça va rentrer dans de la technique. Moi, je dirais Mm. d'aller peut-être cartographier un petit peu les questions qu'on a sur ces offres actuelles, sur des nouvelles idées d'offres, etc. D'aller créer un questionnaire. Ça va faire des interviews personnelles, ça va Oui. faire les deux, forcément. Aller peut-être... euh, ah, c'est compliqué parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais donner d'ici septembre. Ils vont avoir trop de devoirs après. Non, mais peut-être, tu vois, les verbatim, se faire sa verbatech. Ouais, Prendre ses ça, verbatim, tous les témoignages clients qu'on a, les échanges informels qu'on a avec sa cible, parce qu'avec les calls prospects qu'on peut avoir sur des objections, des choses, etc., de se faire une verbatech client-prospect pour aller un peu catégoriser tout ça, de se dire, ok, voilà concrètement qu'est-ce que je connais de ma cible, qu'est-ce que j'ai besoin peut-être d'aller affiner, d'aller récolter comme données supplémentaires pour pouvoir vraiment être hyper serein ou sereine. Moi, je dirais déjà faire, en cas de perception client, se constituer sa verbatech, aller faire une enquête terrain pour aller valider, challenger sa com ou ses offres. Je dirais que c'est déjà, si tu arrives à faire ça déjà. Mais faut profiter de l'été, les gens sont à la fois en vacances et plus dispo. oui, bah oui. En fait, ça dépend de ta cible. C'est sûr que si tu vises des gens qui sont en entreprise, peut-être ils sont en vacances. Mais bon. Après, moi je dirais aussi une dernière action, c'est de vraiment d'y aller franco, de publier, de ne pas hésiter à être transparent sur aussi les questions qu'on se pose sur son business et d'aller récolter l'avis de sa cible via des sondages, LinkedIn, via des posts, via des contenus autres peut-être, ou newsletters, ou peu importe, d'aller vraiment euh,
faire ce travail de co-construction et d'aller un petit peu, vraiment ne pas hésiter à solliciter par rapport aux questions qu'on a envie de se poser. Je sais pas si c'est très Oui, clair oui. ce que je dis, si c'est très complet, mais je pense que déjà on a un programme pas mal. Non, si, si, quand même, c'est assez clair. En plus, c'est bien parce que moi, je vais un peu récapituler tout le sujet dans un post, une newsletter, donc on verra un petit peu aussi tout ce qu'on a brassé comme sujet. Mais là, je pense que ça va. Tout le monde a des petits insights de trucs à faire et ou pas à faire tout de suite. Après, c'est pas obligé de le faire cet été, tu vois. Mais c'est juste se dire, ah bah, je peux faire ça, effectivement. Si je veux améliorer ou si je me pose des questions, Ouais, ça peut bah, je être, peux très bien aller faire ça. ça peut être un petit peu de faire un petit bilan, tu vois, sur ok mon positionnement, est-ce que ça Oui, transforme assez, est-ce que ça transforme comme je veux, qu'est-ce que j'aimerais peut-être optimiser, etc. Crash tester son offre, même si quand je dis crash tester, c'est récolter du feedback sur son offre, même si on l'a lancée depuis longtemps, c'est toujours bien pour avoir de l'œil oui, frais, pour voir si on est toujours dans les clous, si on est toujours dans le vrai, si on répond toujours bien aux besoins, si c'est bien lisible, etc. Et je trouve que c'est un excellent moyen de prendre du recul de façon conviviale parce qu'on est en conversation avec les autres oui. et de ne pas hésiter à solliciter ses clients pour dire écoute, est-ce que tu penses à des gens dans ton réseau qui pourraient être intéressés pour pouvoir pour pouvoir participer à une étude. Le sujet étant toujours de ce fameux gagnant-gagnant. Tu te demandes du temps à quelqu'un, ben, qu'est-ce que tu peux toi offrir en remerciement du temps et ce côté partage d'expertise aussi. C'est le moment d'aller challenger un petit peu tout ça. Bah écoute, c'est parfait. Moi, je trouve que là, on est bien complet. Bah, un grand merci. Merci beaucoup encore pour ta sollicitation. J'espère vraiment que ça va aider. En tout cas, voilà, à fond derrière, derrière vous pour cette enquête. Ne pas hésiter.